Bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc sur Ikoto. Aujourd'hui, on va parler cinéma, donc comme je le disais dans la vidéo qui sortira assez rapidement, on va parler de Belle, le film réalisé par, je sors toujours mon nom sèche dans ces moments-là, euh, par Mamoru Hosoda, voilà, qui est donc réalisé par Mamoru Hosoda, qui est donc le réalisateur de, pour ceux qui ne connaissent pas, Les Enfants Loups, que je n'ai pas vu, et Le Garçon et la Bête, que j'ai vu, euh, Mirai, ma petite sœur, aussi, très bon film, deux très bons films que j'ai vus, qui sont à voir, La Traversée du Temps, que je n'ai pas vu, du moins qui apparaissent en figuré, comme ça. Alors, Belle, qu'est-ce que c'est le résumé, en quelque sorte En faisant un résumé très bref, c'est l'histoire de Suzu, une fille très introvertie, suite à la mort de sa mère, en fait, et qui n'arrive plus à chanter. Et donc, c'est quelqu'un de très introverti, qui est très solitaire, qui a une amie, qui est d'ailleurs très spéciale. Tous les personnages sont très spéciaux, de toute façon. Euh, c'est un animé japonais, c'est un film d'animation japonais. Et cette fille, Suzu, va rentrer un jour dans le monde de Yu, qui est un peu à la un peu comme un monde, une espèce d'une application jeu vidéo dans laquelle elle va se mettre à chanter. Elle va chanter et elle va justement devenir une gigastar. Ensuite, lors de justement dans le film Yu, dans le jeu vidéo Yu, elle va un moment rencontrer la Bête. Enfin, elle s'appelle vraiment la Bête, hein. Elle s'appelle Belle et lui s'appelle la Bête. Enfin, c'est The Beast. Et il va la rencontrer. Et, enfin, ils vont se rencontrer tous les deux. Et justement, elle va se retrouver à devoir essayer de savoir qui est cet individu qui est la Bête. Et avec l'aide de son ami, essayer de trouver qui c'est. Alors, sur ce review, qu'est-ce que j'en ai pensé tout d'abord? Alors maintenant que j'ai relu un peu la liste des films qu'il avait réalisés, d'animation, c'est encore une fois, c'est un réalisateur qui n'est pas allé dans sa lignée, enfin qui est allé dans une lignée un peu différente. On retrouve plus un côté, ce qui est très drôle avec ce film-là de Belle, qu'elle a écrit d'ailleurs dans le film BE2L, parce que Suzu veut dire clochette en japonais, et Belle, je crois, c'est cloche, je crois, ou un truc comme ça. Kingdom Bell, oui, cloche. Et c'est très très agréable à voir. Alors j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le film, à vrai dire, dans le sens où c'est un film qui a son rythme, qui a un rythme très à la japonaise, c'est-à-dire on a un rythme, beaucoup de chansons, beaucoup de moments calmes, beaucoup de plans parfois, des moments on a des plans d'animation qui sont très larges, on a trois plans où à un moment c'est très large, et on voit juste Suzu passer comme ça, ou un autre personnage. Et alors, comment se déroule le film avec les personnages? Ben, en soi, vraiment, pour moi, c'est un mélange entre La Belle et la Bête et Ready Player One. Euh, alors, Ready Player One, c'est plus pour le côté vidéo, jeu vidéo. C'est-à-dire vraiment, on a ce côté avec le monde qu'a voulu faire Mamoru Soda dans celui-là, du moins, de poser un regarder Yu. Yu, c'est un univers où tu es censé ne plus pouvoir être toi et pouvoir un peu te remodifier et te récompenser tout le bordel et redevenir une explosion de toi-même. Et en fait, Suzu, dont elle revient, elle devient belle, qui devient une grande chanteuse, idolâtrée, etc. Donc on a ce côté un peu hyper populaire du personnage dans le monde de Yu. C'est-à-dire qu'en dehors de Yu, Suzu reste la gamine, l'enfant lycéenne, je crois, collégienne introvertie. Et il y a un autre plan qui est assez marquant, c'est un plan dans l'ombre, en fait, on ne voit rien. Et c'est la première apparition de la Bête. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a euh, Belle, enfin Suzu, qui donne un concert à fermer à l'aide de son ami qui est toujours là pour la supporter, qui est une espèce de petit truc volant dans, dans U. Et, et là, tu as ce premier côté d'entrée de la Bête, qui en fait, la Bête va être, à vrai dire, l'ennemi numéro un du monde de Yu.
Ça me fait vraiment bizarre de dire lui. Et en fait, ça va être l'ennemi numéro un. Il va être traqué de part et d'autre. Et on a tous déroulé dans l'histoire, en fait, on a ce côté, ce personnage hyper populaire de Belle, qui est une fille dans la réalité qui est hyper introvertie, qui a très peur, qui n'ose plus rechanter, suite en fait à ce qui s'est passé avec sa mère en fait. Parce qu'on a deux fois, je crois, le flashback qui revient, ce qui est d'ailleurs bon. Il y a des réutilisations de plans, on va pas se mentir. C'est clairement lorsqu'à un moment ils remettent un plan du flashback de la mère qui va sauver l'enfant pour rappel de cette histoire. Pour rappel de ça, parce que Suzu, et encore une fois je spoil, a perdu sa mère, ce qui fait qu'elle vit seule avec son père, et un chien à trois pattes qui est ultra stylé. Ça par contre, le chien à trois pattes, enfin il a perdu une patte le pauvre chien, mais voilà. Et en fait, dans Suzu, elle a trois interactions. Elle a deux amis dans la réalité, dont l'un qui est un de ses amis d'enfance, qui est lui aussi le garçon populaire, qui est sportif. De l'autre part, on retrouve son ami dans la vie réelle, qui est juste une, entre guillemets, geek informaticienne. Et, de l'autre côté, on a deux autres personnages qui vont être introduits, qui sont assez importants, enfin qui sont importants dans le fond, parce que beaucoup de choses se passent dans le monde de Yu. D'ailleurs, on a, si je peux vous le trouver de la place, on compare aussi, là, il y a une 2D, une espèce de 2D, enfin de dessin animé dans la vie réelle. Par contre, lorsqu'on monte dans le monde de Yu, on rentre un peu dans une espèce de 3D, très curieuse, 3D, très jeu vidéo manga. Et elle est très agréable à voir dans le dessin. Et en fait, tout au long en fait, de ce film, en fait, on a Belle qui à un moment va se dire, ben voilà, elle va tomber sur ce personnage et en fait, on a toute une première partie, on se demande, t'as tous les gens qui se demandent qui est Belle. Et en fait, nous, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous introduit ce côté de, c'est vrai qu'on est dans un jeu vidéo. Ce qui fait que comme on est dans un jeu vidéo, chaque caractère a une identité réelle. Et donc toute la première partie, c'est plus l'émergence en fait de Belle, de Suzu qui rentre dans le monde de Yu, qui émerge, qui chante. D'ailleurs, le premier plan qu'on voit du film, c'est même pas Suzu, c'est Belle en train de chanter. Littéralement en train de chanter sur la baleine. Et tu fais okidoki, vas-y, chante, c'est génial. En plus, les chansons sont magnifiques. Ce qui fait que les chants sont beaux. Les plans, majoritairement, sont assez bien composés. Après, s'il y a un défaut que j'ai vraiment à mettre sur ce film, c'est le rythme. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des cassures de rythme, où genre, t'es là, tu trouves ça hyper intéressant, puis t'as, je sais pas, t'as un plan qui soit est pas intéressant et qui dure. Style, attendez, il faut que j'en retrouve un parce que je l'ai vu hier et c'est un peu compliqué, je la fais pas à chaud cette review. Il y a un plan, à un moment, je crois que c'est le plan du kayak ou un truc comme ça, qui est sympathique, mais en fait je trouvais qu'il durait longtemps pour certaines choses, alors qu'il y a un autre plan qui dure, qui lui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on a un plan qui va à un moment où on a, c'est à la toute fin, on a bon bref, elle joue un instrument de musique. Je sais plus lequel, une saxophoniste qui est la meuf populaire en fait et qui kiffe sur le kayakiste, qui est un garçon un peu youpi youpla. Et en fait, on a ce plan à un moment vers la toute fin où elle est d'un côté, et je crois que le plan il dure bien 1 minute 30, si je dis pas de bêtises, 1 minute 30, où elle est là, et lui elle est toute timide, elle est bloquée, c'est-à-dire qu'on a sur le plan droite, avec sur la position de limite de la photo, sur l'un des points de vision, elle qui est bloquée et qui ne bouge pas. Et d'autre part, on a cette espèce d'aller-retour que lui fait avec Suzu pour aller lui dire ce qu'il ressent et tout. Et cet échange-là est hyper intéressant dans le fond parce qu'en fait, on voit les deux caractères de ces deux personnages qu'on n'explore pas beaucoup. Et, euh, et malgré tout, en fait, on voit plus de profondeur et ce plan, il permet de voir cette espèce de similité aussi qui est dans la culture un peu japonaise, nippone. De réserver malgré toutes les dérives qu'il y a aussi, je pense, dans le monde au Japon. Mais derrière aussi, il y a un autre truc qui est
assez intéressant, c'est la façon dont le film nous amène à mener l'enquête. Ça veut dire que dans cette première partie d'émergence de Suzu, du traumatisme de Suzu qui l'empêche de rechanter derrière, de faire de la chanson, on a cette entrée justement dans le côté Belle et la Bête, c'est-à-dire que à un moment, tu as littéralement Suzu en Belle qui va au château de la Bête, qui a la première rencontre. Et on a cette bête qui dans le film est censée être torturée, qui est très torturée de lui-même. Et c'est là où je voulais en venir. Voilà, ça a ce côté très Belle la Bête, parce qu'il y a des roses. C'est un peu un Belle la Bête 2.0. Mais il y a vraiment ce côté, un moment, de mener l'enquête avec. C'est-à-dire qu'à un moment, Suzy, elle va chercher à savoir qui est cet individu, qui est la bête. Et donc, elle va enquêter. Puis à un moment, elle va tomber, enfin, ils vont enquêter tout du long. Et ils vont lâcher des petits indices. Oui, il y a du bleu, oui, il a des blessures, oui. On se fait qu'on a plein avec son amie informaticienne et ils vont faire émerger plein de profils. Et moi, du moins, ce qui m'est arrivé lors de ce film, ça a été que j'ai voulu mener l'enquête avec. Ce qui fait que je me suis dit, est-ce que par hasard le film me ferait pas comme certains films? Le côté de me dire, mais c'est un des personnages qu'on voit souvent, mais, euh, mais qu'on n'a juste pas remarqué. Par exemple, à un moment, on évoque que la bête est en bleu et en rouge, et, je crois quelques 3 ou 4 minutes après, on voit justement la scène du kayakiste où le mec en kayak, qui fait du kayak, est en bleu et en rouge. Et vu qu'on le voit pas beaucoup et que c'est un caractère un peu tertiaire limite, ou secondaire, mais à quelques degrés de différence, et ben, on a envie de se dire, ah, mais oui, c'est peut-être lui. Mais en fait, on s'en rend pas compte. Ah, mais oui, c'est peut-être son ami d'enfance. Et en fait, tout ça, ça nous mène sur des pistes. Enfin, moi, ça m'a mené sur des pistes. Ce qui fait que ça m'a plus rendu que spectateur, ça m'a rendu acteur de ce qui se passait dans le film. Et avec l'animation, avec le fait que le film soit bien mené, et ben, on a ce côté d'un moment, on a aussi toutes les fenêtres qui pop. On a la façon dont les filles mènent l'enquête, c'est-à-dire on a l'aspect caméra qui est de celui-là, où vraiment il y a cet aspect-là, encore une fois, de jouer sur les émotions, sur nos émotions à nous. C'est-à-dire que oui, on a cette amie informaticienne aussi qui nous montre à quel point le monde des données informatiques, c'est accessible. C'est-à-dire que sur un rien d'information qu'elle a, son amie, elle te chopait, elle trouvait n'importe quoi. C'est intéressant d'avoir des caractères un peu beaucoup stéréotypés, mais qui apportent quelque chose parce que les caractères sont profonds déjà. Et on a donc cette Suzu qui va avoir du mal à avoir confiance en elle. Et on a aussi une évolution de Suzu. C'est-à-dire, on a l'un des personnages qui est, là pour le coup, plus un personnage quand même, ouais, encore une fois dans le secondaire tertiaire, qui est pourtant une meilleure amie d'enfance de Suzu, qui évolue et qui à un moment se dit, ben oui, le mec à 6 ans, il fait sa déclaration en disant, moi, plus tard, je t'épouse. Donc, quand tu apprends ça dans le film, tu fais, putain, gros, t'avais vraiment la foi. Hein. Euh, et, euh, et en fait, on a à chaque fois tous les caractères présentés, chacun a une évolution en quelque sorte. Et, euh, et le film, bah en fait, par les plans qui parfois sont longs, mais par les musiques, qui en fait plus une comédie musicale un peu de temps à autre, qui a beaucoup de musique, et par aussi la recomposition, mais vraiment en sous-bassement de La Belle et la Bête, parce que dans ce monde 2.0, clairement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on a une fille qui est dans le monde 2.0, la star sublime, etc., idolâtrée. Et de l'autre côté, ben, en fait, on a cette bête qui va être en opposition avec la justice, qui va être hyper fort, qui a gagné 365 combats, mais qui est haï, mais de tout le monde. Tout le monde le déteste. Et dans ce monde 2.0. Et il arrive et il envoie des patates. Il y a des scènes d'action, elles sont incroyables. À un moment, tu as une scène où tu as la bête, elle est avec Suzu, enfin elle tient Suzu, et elle est comme ça, et elle la prend, et on sent, enfin du moins oui, on a l'impression qu'il y a un envie de faire émerger un sentiment de force et de rapprochement des deux personnages. Juste attention à ma durée, je m'en excuse. Voilà. Juste pour votre plaisir. Et donc voilà, il y a cette scène où il est vraiment comme ça là, en train de la serrer.
Et il se projette contre une vitre. Et il y a tout ce brisement de verre qui émerge en même temps qu'on ne voit plus les gardes. Et derrière, il y a toujours cette opposition aussi constamment. C'est ça aussi constamment ce film, c'est qui est qui derrière. C'est-à-dire que même à la fin, vers la toute fin, en fait, on a souvent tendance à avoir ce... Au début, on a un personnage, en fait, tout du long, qui est un peu le meneur de la justice, comme on dit. En fait, il y a des justiciers, des mecs qui sont improvisés justiciers grâce au sponsor. Euh, dans le jeu, et qui jouent les justiciers un peu. C'est la Justice League bis ou la police bis. Et ils sont vraiment là pour faire régner l'ordre dans cette espèce de scénario. Et ils sont là pour faire régner l'ordre, et en fait, la bête va contre l'ordre. Et la bête leur met des patates H24. Hein. Et en fait, il y a cette espèce de chef de police qui a une espèce de révélateur d'identité. Et à un moment, il y a une scène avec Suzu où il lui pointe, où il dit vas-y, je vais te révéler ton identité, je vais te montrer, tu vas me dire qui est la bête, tu vas me dire qui c'est, tu vas me dire où il loge. Et Suzu, elle dit non, elle résiste. Puis bon, il y a des petits trucs pognons, là, des petits trucs tout mignons, là, des petites bestioles, qui vont venir l'empêcher de faire cette action. Dans une scène d'ailleurs très sombre, c'est-à-dire qu'on a vraiment un cercle blanc, et on a un plan après, majoritairement un peu comme ça au départ, un plan c'est-à-dire très large sur la scène, sur ce qui se déroule. Et après on a un plan un peu de champ, une espèce de champ contre champ entre les deux, mais pas trop d'ailleurs, sans trop abuser. On a surtout un plan un peu éloigné où les deux se regardent, et il a le poing braqué sur elle. Et en fait jusqu'à la fin, en fait ce personnage, en fait, on en vient à se poser des questions sans avoir de réponse. C'est aussi ça la force de ce film. Je suis sorti, c'est aussi ça la force, et qui compense malgré ses faiblesses de rythme, ses points peut-être parfois d'animation un peu où on comprend pas trop pourquoi, s'il y a ça qui a été dit ou autre. Parce que oui, à un moment, à la toute fin, il y en a un, il lui sort je t'aime à Suzu. Enfin, j'ai entendu ça d'autres spectateurs qui ont dit ça, et je trouvais ça très intéressant et curieux à la fois de se poser la question. Il lui, à la toute fin, elle découvre qui est le garçon, et on reviendra d'ailleurs sur ce personnage, qui lui dit je t'aime, et Suzu lui répond merci. Et c'est vrai que ça a questionné ça, je comprends que ça les ait questionnés, ces spectateurs. Moi, c'est une question qui ne me serait pas venue à l'esprit. Et c'est vrai que ça a questionné, mais en même temps, je peux comprendre soit par l'aspect Japon, soit par l'aspect autre, cette ligne de dialogue qui est... Suzu, c'est un personnage qui, pendant les 3 ou 4 premières parties du film, on sent que c'est pas un personnage entouré. C'est un personnage qui est très solitaire, qui paraît très isolé. Et le fait qu'à la toute fin, elle a une ribambelle de personnes qui se regroupent autour d'elle, le fait qu'elle arrive à en trouver quelqu'un peut-être qui arrive et qui lui dise merci et qui lui fasse comprendre que lui aussi doit se battre. Parce que les deux personnages, en fait, ce que sont Suzu et qui est le personnage de la bête dont je n'ai plus son prénom. Merde. Et ben en fait, c'est deux personnages qui ont affronté la vie. On va dire ça comme ça. Et si malgré cela, ben en fait, le fait que l'un dise à l'autre peut-être je t'aime, tu existes et je souhaite te protéger, je sais que moi je dois me protéger aussi pour que tout évolue, pour que moi j'aille mieux. C'est aussi une façon, je pense, je pense que cette question est tout à fait légitime, où il se posait je t'aime, est-ce que vous répondriez merci à quelqu'un qui vous dise je t'aime, surtout que vous connaissez pas, enfin que vous connaissez que par un jeu vidéo, ça c'est toute une autre question. Et j'aimerais que même moi cette question reste en suspens, enfin elle est un peu présente là dans mon esprit, maintenant que je viens de la remettre sur le plateau. Et je pense que c'est une dialogue qui veut juste peut-être nous amener à nous dire, Suzu c'est quelqu'un qui avait besoin d'être aimé, qui avait besoin de se sentir peut-être... qui avait besoin de trouver sa place, en fait, suite à ses événements de vie, suite au fait que sa mère soit morte, parce que sa mère s'est sacrifiée, en fait, pour un petit garçon, en fait. Elle était obligée à dire, vas-y, moi je dois y aller. En fait, il y a une scène à un moment où t'as un petit garçon, c'est le flashback que vous revoyez qu'on revoit deux fois. Et il est là, et
il est bloqué et elle dit non, mais faut que j'y aille. Suzu, elle lui fait non, mais sa mère dit non, faut que j'y aille, allez, dégage, et sa mère va mourir emportée par les flots en sauvant un petit garçon. Et je pense que toute la quête, en fait, tout ce blocage de Suzu, en fait, on l'a en évolution. Et ça, c'est hyper intéressant d'avoir un personnage qui évolue dans un film et qui évolue n'importe où. Et qu'on le voit, qu'on perçoive cette évolution. Dans le fait que là, Suzu, elle va passer d'une jeune fille très timide, très réservée, à comprendre le sacrifice de sa mère. C'est-à-dire qu'elle va faire le même. Elle va arriver, elle va dire, le garçon donc est la bête. Là, on rentre dans un gros spoiler. Vous avez 3 secondes pour faire. 3, 2, 1. Vas-y, hop. C'est bon, spoiler. Le garçon de la bête est un enfant qu'ils vont retrouver en fait par caméra et qui est un enfant battu par son père et qui habite à Osaka, Tokyo, vers là, vers un peu le centre vers Tokyo. Et elle habite un peu plus loin. Elle habite même beaucoup plus loin, je crois. Et clairement, elle va faire toute la route parce qu'elle tient à cette personne qu'elle a rencontrée en ligne. Parce qu'elle sait que cette personne qu'elle a rencontrée en ligne est en train de subir des violences. Et là, on rentre aussi dans l'aspect d'Internet qui dénonce. Et encore une fois, ça se dit qu'encore une fois, on a un film qui soulève des problématiques. Ce qui est intéressant dans le film, on a besoin de comprendre de quoi il parle. Et là, on comprend de quoi parle le film en soi. Il parle. Donc, comme je le disais, Suzy, elle est obligée à la fin de ce film donc, de devoir se dévoiler. Et donc, elle est obligée de laisser tomber tout l'IA, tout l'aspect, on va dire, un peu caché, de faire tomber le masque. Elle se retrouve à chanter en étant elle-même. Et pour ça, elle a l'appui de son meilleur ami d'enfance qui dit « Moi, je veux te soutenir ». Elle a l'appui, en fait, elle découvre qui dans la vie réelle la soutient. Et il y a les anciennes amies de sa mère. Il y a même le kayakiste et la saxophoniste qui vont être là. Et en fait, petit à petit, alors qu'elle chante, on va reconnaître plein. On finit par aussi, pareil, encore une fois, comme je vous disais, chercher les personnages qui sont dans la vie réelle, dans le film. Et bon, là, il lui dit ok, on habite après. Enfin, il va être à deux de vouloir lui dire où il habite. Et là, encore une fois, par internet, par les enjeux internet, grâce à ses amis, elle va trouver où habite ce garçon. Et en fait, déjà de 1, lors de ce moment où elle se retrouve à devoir chanter sous sa véritable identité devant des milliards de personnes en ligne, on a le première évolution. On a en fait la Suzu qui passe le cap de ce blocage de chant qu'elle a parce qu'au début du film, elle arrive Suzu, elle commence à vouloir chanter et elle commence à dégueuler. Et à un point, la scène, on la voit, on voit même le vomi qui tombe par terre, on la voit allongée sur le sol avec son vomi dans les cheveux, bref, un peu de charme. Et là, elle passe tout ça en fait, elle passe cette évolution. Et ça aussi qui rend un film agréable à voir. C'est soit de se dire, le film il apporte une certaine réflexion tant sur l'humain, mais aussi par les plans qu'il m'envoie. C'est-à-dire le plan où tu as Suzu sur un côté, on la voit à moitié dans son vomi. On comprend très bien qu'elle ne va pas, que c'est le chant qui la bloque. Et lorsque là, elle passe ce chant devant des milliards de personnes, qu'elle a sa petite boule jaune, que tout le monde a sa petite boule jaune, et que ça fait un Genkidama, enfin c'est Genkidama version 2. Genre un peu donnez-moi votre force. Hein. Ça donne vraiment cette impression-là. Enfin moi j'ai eu cette référence-là quand j'ai vu cette scène. Et là voilà, on a cet aspect-là. Ce qui fait que ça rend le film intéressant. D'avoir un personnage qui évolue. Et à la toute fin, en fait, ça laisse une fin ouverte parce qu'à la toute fin, il y a aussi son père, c'est-à-dire qu'aussi elle résout certaines problématiques. C'est-à-dire qu'on a toutes les problématiques de Suzu qui se résolvent petit à petit. C'est-à-dire qu'on a le chant qui se résolve. Ensuite, elle va surmonter, elle va faire comprendre, on a l'impression qu'elle comprend en fait qu'elle repart sur les pas de sa mère pour surmonter ce sacrifice qu'elle a fait. Elle entre, en fait, en faisant ça, elle comprend pourquoi sa mère a agi comme ça. Enfin, de telle façon, ou du moins, elle reva sur les traces de sa mère. Et à la toute fin, elle revient à la gare. Et il y a son père, auquel elle lui adressait pas la parole, elle voulait jamais manger avec lui, elle fuyait le contact avec son père comme si elle lui en voulait un peu. Enfin, ça, on peut que supposer. Et là, pouf, magie réglée. Enfin, magie réglée, non, problématique qui évolue. Son père lui dit vas-y, ça dirait de manger, etc. avec moi. Et elle fait oui, je veux bien. Encore une fois, problématique. En fait,
ce qui fait que le film est marquant, c'est pas totalement que ses plans, c'est aussi ses personnages qui nous marquent tout à chacun. C'est-à-dire, le film est intéressant, malgré vraiment, comme je l'ai dit, il y a certains moments où vous avez des lenteurs qui sont présentes, mais il y a des lenteurs. Franchement, je vous l'avoue, il y a des lenteurs. Il y a des moments où on ne sait plus trop où veut nous mener le film. Mais malgré tout, le film est bon et agréable à voir. Voilà. C'est tout pour Belle de Mamoru Hosoda, qui est un film quand même que je vous, voilà, je pense que vous l'avez compris, je vous conseille d'aller le voir. Vous n'en sortirez que plus grand. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, parce qu'en plus c'est maintenant un Pikachu qui vient d'apparaître, je vous propose de vous abonner à la chaîne. Il y a des vidéos gaming qui sont présents, il y a plein de choses. Donc voilà, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un like, vous pouvez dire un commentaire sur ce que vous en avez pensé de ce film. Vous pouvez ne pas être d'accord, franchement, il n'y a pas de mal. Vous pouvez aussi vous exposer votre point de vue sur ce qui pourrait être bien à évoluer dans cette vidéo. Donc voilà, sur ce, la bise et à une prochaine.